grâce au désir de concession mutuelle et à l'esprit de collaboration qui a fortement animé l'action des chefs des gouvernements des 4 grandes puissances occidentales, que la paix est aujourd'hui sauvée. Another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. 10 mai. L'Allemand préfère une fois de plus à l'attaque de face l'ignominie d'une manœuvre qui se doit d'être d'abord l'immolation de 3 pays neutres. 10 mai 1940, 2 août 1914, l'histoire recommence. La Belgique au matin rallie son peuple autour de son drapeau, tandis que nos toutes premières avant-gardes passent la frontière et que s'établissent les premières liaisons entre l'armée belge et nos troupes. 10 mai 1940. 1h30 après le début de l'offensive allemande, le général Gamelin ordonna la mise en œuvre du plan Diehl. Les unités blindées de la première armée traversent la frontière belge pour prendre position le long de la rivière Diehl. Parmi elles, la première DIM et son groupe de reconnaissance, le 7e GRDI de Saint-Omer. Destiné à être le fer de lance des forces de la première division d'infanterie motorisée, le 7e GRDI est avant tout un régiment d'élite. Créé dès 1939 à Saint-Omer, cette unité entièrement motorisée dont la devise fut « En avant, tout est notre », portait en son âme et en ses hommes tout l'esprit des gars du Nord. On avait un encadrement sensationnel. C'était tous des gens d'extraction assez haute. La plupart étaient d'ascendance noble et c'était des gens qui avaient le feu sacré. C'était des meneurs d'hommes, à peu près tous. Il n'y avait que quelques types qui ne... Mais sans cause, c'était des meneurs d'hommes. Ouais. Ils n'envoyaient jamais les hommes devant et disaient « Viens avec moi, on va aller là-bas. » On avait un capitaine qui avait reçu 13 coups de lance en 14-18 par des Uhlans. Pour vous dire, quand il racontait ces histoires-là, on était gonflés. Et un type qui en a sorti miraculeusement, quoi, hein, pour recevoir tant de coups de lance. Le capitaine Dallois. Eh bien, on avait des officiers qui, pour la plupart, étaient quand même, en tant que cavaliers, des gens avec des noms un petit peu à rallonge, quoi. Mais des gens qui, par tradition, leur ancêtre, leur père, là, avaient déjà servi dans la cavalerie. Et ils employaient souvent le terme l'esprit cavalier, et c'était vrai. Partout où les hommes, où les gens étaient bien encadrés, et où ils avaient aussi le matériel suffisant, ils marchaient bien. Si on avait eu des chars et des avions en 40, on n'aurait pas perdu la guerre, c'est tout. Et si on avait eu des officiers partout, comme ceux qu'on avait, nous, dans la cavalerie, des officiers qui vraiment, ils avaient l'esprit de sacrifice. Les officiers du 7e GRDI qui s'appellent Pontbriand, Pompignan, Morat, l'Allemand, Mott, tous ces gars-là, on est tous de la même veine. Il fallait faire la guerre, on faisait la guerre pour sauver notre pays. On ne cherchait pas à savoir politiquement ou si on était de droite ou de gauche. Ça ne nous effleurait pas. Nous avions 20 ans. Nous avions 20 ans, je parle des jeunes, je ne parle pas des officiers d'active où il y avait l'active, mais nous étions des officiers de réserve, nous faisions notre service militaire. Le système GRDI était constitué surtout de blindés et de cavaliers en sidecar qui étaient très mobiles
et qui assurait le contact, c'est évident. Moi, personnellement, au 5e escadron, nous étions l'escadron d'engins. C'est-à-dire que nous avions des canons de 25, des mortiers. Nous étions beaucoup moins mobiles que les cavaliers, parce que ces canons de 25 étaient portés, c'est-à-dire remis chaque fois dans des camions. À chaque déplacement, on les rechargeait dans les camions et on les descendait du camion lorsqu'on se mettait en batterie. C'était du panhard, hein, avec des chenilles comme propulsion, et puis des roues directrices. Un rouleau devant pour passer les trous, les fossés. Un 37, je crois, un canon, mitrailleuse rebelle. Puis alors la tourelle à main. Ah oui. C'était ce qu'on avait comme armement, un canon de 25, mais deux tourelles, et un blindage très léger. Mais c'était un véhicule qui se manœuvrait très bien et qui avait une vitesse de croisière assez importante, et avait un blindage léger. J'avais une 750 Lignomirum, culbutée, et nous avons touché par la suite des 800 latérales, avec carbotage sur le panier, qui nous permettait, c'était vraiment des bons engins. La 401 Peugeot. Et c'était une voiture ancienne, et puis on est parti à la guerre avec cette voiture, qu'elle consommait beaucoup d'huile. Alors, j'ai dit au lieutenant Bageux, si on a ça pour aller à la guerre, on est bien monté, je dis ça. Si vous voulez, le 7e GRDI, c'est un groupe de reconnaissance divisionnaire d'infanterie. On était le groupe de reconnaissance de la première division, hein, le 110, le 43 et le premier d'un Cambrai. On prend le contact, la découverte, la reconnaissance, voilà. Découverte, reconnaissance, c'est deux mots clés du travail de... Mais après, dans tous ces combats que nous avons eus pendant toute cette guerre de 40, on a bouché des trous, on a fait des combats retardataires. Notre travail, à nous, était de chercher l'ennemi, le combattre s'il y avait possibilité. Si nous avions affaire à des chars, on se repliait. Mais si vous voulez, on avait toujours un contact. Hein. Et pendant ce moment-là, la première armée française, c'est-à-dire l'infanterie, tout ça se mettait en place derrière nous, puisque nous avons monté plus vite qu'eux, étant motorisés. Vendredi 10 mai, 600 000 hommes se mettent en marche, traversent la frontière belge, ce sont les meilleures divisions d'actifs. Devant eux, les civils fuient les bombardements dans le chaos le plus total. On nous faisait déplacer comme ça, on avançait à ceux de plus, là, bon. Et il y a, je sais pas, 40 ou 50 avions qui ont bombardé le Carrefour. Mon officier, qui était, forcément, je le suivais comme son ombre, regardait les avions et dit ça, ce sont des Allemands. Les bombes sont tombées, mais c'était des petites bombes qui, à l'époque, faisaient un petit trou, mais beaucoup d'éclat. Et puis à basse altitude, hein. C'est pas des Stuka encore. C'est à basse altitude qui n'ont... Ben, on rigolait pas, hein. D'ailleurs, on avait un sous-officier qui était prêt et qui nous a donné la solution générale. On a un de nos soldats, enfin, un des camarades, qui a eu sa béquille de fusil mitrailleur coupé en deux. Je vous assure que quand il voyait un avion après, il ne fallait plus rigoler. Hein. Voilà le premier contact que nous avons eu, le premier coup de feu, si vous voulez. Après, nous sommes montés plus haut. Loin devant l'infanterie, les escadrons motos et blindés sont sur la ligne Jodoigne et Tirlemont. Très vite, les premiers contacts se transforment en mission de combat. Pour tous, c'est le baptême du feu. Donc il fallait absolument prendre le contact avec l'ennemi. Il n'y avait personne devant nous. C'était nous, hein, ou les Allemands. Et on s'est aventuré, c'est le cas de le dire, moi je ne connais pas, je ne sais pas quelle était la mission du lieutenant. Donc lui, il s'est embarqué sur une route, heureusement surélevée, si bien qu'une fois que tout le peloton était engagé, là, on était au complet, on était encore à 13 sidecars et 26 hommes là.
Et au bout de la route, au moment où on arrive devant la plaine, on voit l'infanterie allemande qui avançait là, à travers la plaine. Une rafale de fusils mitrailleurs, parce que du même coup, ils nous tirent dessus, nous on répond, et puis demi-tour, parti. Et tout d'un coup, le lieutenant, il se planque, et puis il fait signe, je sais pas, et tout le monde se planque à l'abri. Alors on se dit, qu'est-ce qui se passe? Je pousse ma tête, j'étais à côté de Six, qui était brigadier chef, hein, et puis on entend les balles siffler. Hein. Bah, c'était les autres qui nous tiraient dessus. Sans renseignement précis, on ne savait pas les Allemands comment ils se présentaient. On ne savait pas s'ils étaient en auto-mitrailleuse ou en char, et tout. On ne savait rien du tout. Michel Jacquemont était en poste avancé à Gaussoncourt. Face à lui, les premiers chars allemands entrent dans le village. On n'a pas le temps de voir qu'on peut être tué. Hein. Non. On obéit aux ordres. Je vous dis, moi, je me souviens, j'ai râlé après mon chef de voiture, si on peut dire râler, parce qu'on allait très vite. Il a vidé un chargeur de 250 cartouches. Moi, je ne l'aurais pas fait. Hein. Parce que moi, j'étais aux commandes de mitrailleuses et de canon. Mais il m'a bousculé, puis elle était dans les flammes, explosion de flammes et tout. Les Allemands, ils ont été zigouillés, brûlés vifs. Hein. Et je suis blessé. Et le char, il est parti en arrière. J'étais sorti, on m'a mis dans un site-car et on m'a emmené à Fleurus. Ah ben, c'est pas gai. Non, ça fait frémir. Ouais, quand d'un seul coup vous êtes entouré de balles qui passent. On se dit qu'est-ce qu'on va déguster, c'est tout. On se dit est-ce qu'on va revenir ou pas. Ça, puis il fallait y aller, donc on y est. Hein. De toute façon, les officiers étaient allés nous montrer l'exemple. Hein. Plus au sud, le corps de cavalerie blindée engage ses régiments à Gembloux. C'est la première grande bataille des forces de la première armée. La résistance française est plus que féroce. Les 3e et 4e Panzer Division sont tenus en échec. Malgré la propagande allemande, Gembloux a bien été une victoire, mais sans soutien aérien ni DCA, les blindés français sont massacrés dans les plaines belges. Das blieb von den französischen Panzern übrig. Ein Feld voller Trümmer. Diese Tanks wurden von den Franzosen für unverwundbar gehalten. Man kannte allerdings nicht die Durchschlagskraft der deutschen Waffen und den Geist unserer Panzerschützen. Le 15 mai, les escadrons de reconnaissance du 7e GRDI sont sur la Sambre. Leur mission, faire sauter les ponts. Avec le flot de réfugiés, les premières rumeurs de sabotage sont là. Rigoureux contrôle des personnes et des aptitudes. Alors, il y a une équipe qui s'est mise à mettre des mines anti-chars. Partout. C'était tout ce qu'on avait comme explosif. Partout dans les arches du pont. Ils ont même... Le sol était pavé. Ils ont enlevé une ligne de pavé. Ils ont mis des mines. Et puis après, là, il y avait des jeunes gens qui essayaient toujours de voir ce qu'on faisait, habillés en civil. C'est la 5e colonne, voilà. Alors le capitaine, il les envoie bouler, mais il essaie de revenir. Alors, il met un fusil mitrailleur en batterie, et puis il envoie une rafale, là, on les a plus vus. Là, ça a été terrible, la 5e colonne. On a eu la 5e colonne pendant toute la guerre du 10 mai au 4 juin. Les colonnes, ils avaient les couvertures rouges. Je me souviens, arrivant à un carrefour, j'étais envoyé justement par le chef d'escadron pour savoir à un carrefour par où il fallait aller pour entraîner une colonne de chez nous. Et j'arrive là, je trouve les types avec couverture rouge. Je dis, pour aller à tel endroit, qu'est-ce qu'elle est au carrefour? Il me dit, il faut aller là. Alors que c'était dans le sens inverse qu'il fallait aller. C'est là où j'ai découvert la 5e colonne. Bon, avec un cordon détonateur,
a mis le feu. Puis tout le monde s'est retiré à au moins 200-300 mètres. Il n'y avait qu'une automitrailleuse qui était restée en batterie à 200 mètres du pont, qui avait le pont en enfilade, parce qu'il avait toujours peur que ces gaillards-là viennent éteindre le cordon. Puis d'un seul coup, il y a eu explosion. Mais alors, le pont a volé en deux. Le tramway s'est retrouvé renversé dans le canal. Il n'y avait plus de tuiles sur les maisons environs. La charge était beaucoup trop forte, parce qu'on ne connaissait pas, nous, les charges nommées d'antichars. Je vous assure que là, mais les gaillards, on les a plus. C'était vraiment la psychose de la 5e colonne. Hein. On envoyait de la 5e colonne partout. En particulier, il y avait des Hollandais qui descendaient à vélo avec tous des couvertures rouges derrière. On disait c'est la 5e colonne. Enfin, je ne sais pas si elle aurait été si nombreuse que ça. Enfin, c'était un fait curieux. Ils avaient tous une couverture rouge derrière leur vélo. Bon. Comment ça se fait que vous êtes resté ici seul avec votre fils? Mais où c'est que je vais aller? Moi, je n'ai plus rien, j'ai plus ci, j'ai plus là. Oh non, non, ça c'était de la blague. Et alors, il y avait un souterrain. C'était immense. Des vêtements de tout. Oh, mais jamais de la vie. Moi, je dis, maman, mais est-ce possible? Est-ce possible? Et alors, on est monté en des chambres en haut. Qu'est-ce qu'on a vu? Une chambre qui était barrée à clé, puis pas moyen de l'ouvrir. Avec cette chambre-là, il y avait un émetteur qui transmettait pour les Allemands. Ils téléphonaient en phonie. Donc, comme ils connaissaient l'allemand, ils disaient tel escadron et tel peloton, ils sont à tel endroit. Et en effet, bon, on est parti tout de suite et pas 5 minutes après, ça tombait où on était. Alors là, vous savez, c'est démoralisant. Hein. Loin du front principal, les hommes du colonel Mario, chef de corps du 7e, ne savent pas que le destin de la France s'est joué à Sedan. Guderian et ses chars ont percé dans les Ardennes, là où l'état-major ne les attendait pas. Son avance est fulgurante. 4 jours plus tard, Guderian a passé le gros de ses forces. Le 20 mai, le bataillon Spita de la 2e Panzer Division atteint le premier les côtes de la Manche. Les armées du Nord sont bouclées dans une poche. Désemparé, l'état-major pousse les armées du Nord à contenir l'ennemi le plus longtemps possible. Pour le 7e GRDI, les missions de reconnaissance se succèdent. Le 20 mai, après un bref repli sur l'Escaut, les escadrons sont envoyés sur la Scarpe, à Vitry-en-Artois. On a eu reçu une mission, si c'est bien la date, de venir faire une reconnaissance sur Saint-Paul, sous les ordres du capitaine de Pontbriand. Et en arrivant à Aubigny, j'étais premier en tête. J'ai vu des gens qui sauvaient. J'aurais fait signe d'arrêter, et ces gens ne s'arrêtaient pas. J'ai dû leur dire, arrêtez-vous de vous tirer dessus. Pourquoi vous sauvez-vous? Les Allemands sont en train de détruire, de tuer tout le monde à Aubigny. Alors, fort de ce renseignement-là, j'étais premier AM, j'étais AM de tête, donc on est en reconnaissance, toujours même mission, reconnaissance sur Saint-Paul. J'ai commandé mon adversaire. Je suis parti rendre compte au capitaine de Pontbriand que les Allemands étaient à Aubigny et qu'ils étaient en train de tuer tout le monde à Aubigny. Et en ce temps-là, pendant ce temps-là, Schroedel, qui était l'AM qui m'accompagnait, est passé avant, s'est fait tirer en haut de la côte d'Aubigny et il a été tué. Nous sommes approchés et nous avons vu le chef de pièce qui tire au 25.
affalé sur son chevalet. Et le conducteur à l'avant, blessé également. Il avait reçu deux obus dans sa tourelle, il était mort. 3 jours plus tard, les divisions Panzer occupent les rives sud du canal de la A à la Bassée. Les unités de reconnaissance allemandes se heurtent à une vive résistance des forces de la 2e division britannique.